Il aura donc fallu 16 heures, une soirée et une nuit de négociations, mais un accord a bel et bien été trouvé à Minsk. Pour débuter, on prend la direction de la capitale du Bélarus où on vous retrouve Jérémy Brossard. Vous avez suivi cette nuit de négociations. Que sait-on précisément de cet accord ce midi ? Eh bien, le point principal, c'est sans conteste l'annonce d'un cessez-le-feu le 15 février prochain à minuit. Également le retrait des armes lourdes le long de la ligne de front et enfin la création à terme d'une zone tampon élargie. Pour le reste, c'est beaucoup plus flou, notamment sur l'épineuse question du statut, du futur statut des régions autonomistes séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Tout n'est pas réglé. C'est d'ailleurs ce que reconnaissait tout à l'heure François Hollande à l'issue de ce sommet. Donc prudence et satisfaction, fatigue, mais également sourire bien sûr sur les visages de François Hollande et d'Angela Merkel à l'issue de ces quelques 16 heures de négociations. On écoute le chef de l'État, il a pris la parole juste avant de quitter Minsk tout à l'heure. Ce fut une longue nuit et aussi un long matin, mais nous sommes arrivés à un accord. Le cessez-le-feu prendra effet le 15 février à 0 heure. Le règlement global portera sur l'ensemble des questions, du cessez-le-feu jusqu'à la fin le contrôle de la frontière, en passant par la décentralisation, bien sûr le retrait des armes lourdes et également la reprise des relations économiques. La France et l'Allemagne qui se proposent également de vérifier la mise en œuvre de ce cessez-le-feu annoncé pour le 15 février prochain, car s'il y a un accord, on le sait bien, c'est sur le terrain qu'il doit se vérifier. Et on n'a pas oublié ici que les derniers accords de Minsk signés en septembre dernier étaient rapidement restés lettre morte. Jérémy Brossard en direct de Minsk avec Charles Kemener. On en parle avec Ulysse Gosset, éditorialiste international. Ulysse, il y a ces deux versions, Vladimir Poutine qui parle d'un accord sur l'essentiel et Angela Merkel qui dit ne se faire aucune illusion. Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'on a assisté à un extraordinaire marathon diplomatique, un huis clos comme on n'en voit pratiquement jamais dans l'histoire de la diplomatie. Donc c'est une réunion qui rentrera dans l'histoire avec cette volonté réaffirmée d'obtenir un accord avant de partir. Il n'était pas imaginable de quitter Kiev sans qu'il y ait au moins quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? Eh bien, c'est effectivement la promesse d'un cessez-le-feu d'ici 48 heures à partir de dimanche matin. C'est à la fois très peu et en même temps c'est extraordinairement important parce que si on ne fait pas taire les armes, si les hostilités continuaient, eh bien on ne pourrait jamais envisager un accord global. Alors ce n'est pas parfait, c'est un petit pas vers moins de guerre et un peu plus de paix et c'est de toute façon le début de la suite de la négociation vers un accord global qui n'a pas été conclu à Kiev. Et d'ailleurs François Hollande le dit lui-même, l'accord global portera, dit-il, au futur sur toute une série de choses qui n'ont pas encore été réglées. Et c'est la raison pour laquelle Angela Merkel ne se fait aucune illusion. Et elle le dit, nous n'avons aucune illusion, ce n'est pas une percée. Mais c'est un petit pas vers un espoir de paix. C'est important. Du côté de Vladimir Poutine, il a raison de dire qu'il y a un accord sur l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel, c'est on veut la paix en Ukraine. Mais maintenant, comment y parvenir ? Est-ce qu'on va réussir à faire retirer les armes lourdes du territoire des combats ? Est-ce que les volontaires, d'un côté comme de l'autre, vont quitter les zones de combat ? Est-ce qu'on trouvera une possibilité qui est cette zone tampon, donc d'une cinquantaine de kilomètres de large, qui soit effectivement établie pour empêcher des violations du cessez-le-feu? Tout ça va prendre du temps, va se mettre en place avec difficulté. Et d'ailleurs, l'essentiel, ça sera de savoir si des deux côtés, les nationalistes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre, vont accepter de quitter leur position, de rendre les armes, au moins provisoirement. Alors justement, question posée à Pierre Lerin, spécialiste de la Russie, d'ex-URSS, par ailleurs chercheur à l'Institut d'Histoire Sociale. Les 48 prochaines heures vont être cruciales. Est-ce que Vladimir Poutine peut tenir le côté des séparatistes pro-russes ? Vraisemblablement, il a les moyens d'influencer, d'autant plus que là, les négociations à Minsk continuent. Il y a le groupe de contact qui est réuni en ce moment avec les représentants de la région de Donetsk et de la région de Lugansk. Donc c'est là que les choses vont réellement se mettre au point. En tout cas, on voit mal comment, après l'accord qui a été obtenu sur ce cessez-le-feu dimanche, les partis sur place essaieraient de torpiller cela. Ils ne le feront pas tout de suite, parce que
ce serait pour elle une déconsidération totale. Progressivement, ensuite, peut-être qu'effectivement, ils reviendront sur certaines localités qui doivent être abandonnées, qu'ils ne veulent pas abandonner, des choses comme cela. On le verra, on l'a vu en septembre, après les premiers accords de Minsk. Peut-être que ce sera également le cas. Mais peut-être également que ça va bien se passer. De toute manière, tout le monde est conscient également, à part quelques extrémistes de part et d'autre de la ligne de front, tout le monde est conscient que ça ne peut pas continuer comme cela. La population des deux côtés en a marre, et les combattants, eh bien oui, certes, aujourd'hui, les rebelles engrangent des résultats, mais ça risque de tourner du jour au lendemain. Donc, là, les rebelles sont en position de force, ils négocient effectivement en position de force. L'Ukraine, les pro-Kiev ont intérêt également à négocier pour que les choses ne dérapent pas, et je crois qu'il y a une forte chance aujourd'hui pour que l'accord de cessez-le-feu soit réel. Ulysse Gosset, est-ce qu'un scénario, on va dire, à la géorgienne peut être évité ? Alors c'est ce que redoutent les Ukrainiens. Ils se disent que Vladimir Poutine finalement n'a qu'un seul objectif, c'est que l'Ukraine rentre dans le giron de la Russie et qu'elle abandonne toute velléité de rentrer dans l'OTAN ou même dans l'Union européenne. Alors je constate tout de même que dans la déclaration qui a été rendue publique ce matin à Kiev, eh bien, il y a clairement la volonté de négocier avec la Russie et avec l'Union européenne un accord de libre-échange pour permettre justement d'intégrer l'Ukraine dans le dispositif économique européen, mais avec la Russie, pas contre la Russie, avec la Russie. Donc il y a cette volonté partagée de Poutine, d'Angela Merkel et de François Hollande qu'il y ait quand même un espoir de trouver une issue pour que l'Ukraine véritablement trouve sa place dans l'Europe sans qu'il y ait un conflit. Alors il faut être lucide, je crois, ce matin. Il y a eu une avancée. On n'a pas réussi à tout régler, mais il y a la volonté que la guerre s'arrête et surtout qu'elle ne s'étende pas. Car quel était l'enjeu ? L'enjeu, c'était que s'il y avait un vrai échec aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'accord du tout, ni de cessez-le-feu ni rien, eh bien on aurait très certainement assisté à une pression du Sénat américain pour que des armes soient livrées à l'Ukraine. Et alors là, si des armes américaines étaient officiellement livrées, eh bien la Russie aurait dit, dans ces conditions, nous allons aussi livrer des armes, envoyer des combattants. Et là, plus personne ne savait comment arrêter l'escalade. Donc c'est cela qui est important surtout, c'est que on permet de faire une pause. Il y aura certainement des accrochages, des contestations, et puis toujours une grande inquiétude, parce qu'effectivement, personne ne sait vraiment si Poutine n'a pas l'intention finalement d'aller plus loin. Donc soyons prudents, n'oublions pas que la Crimée a été annexée, et elle l'est, donc finalement remise en cause unilatérale des frontières, ce n'est pas légal, et c'est d'ailleurs inacceptable pour la communauté internationale. Soyons vigilants, soyons lucides et en même temps saluons ce petit pas vers la paix qui a été franchi. Thierry Arnaud, on le disait, les prochains jours vont être importants, il faut rester prudent encore ce midi après la conclusion de cet accord. Mais est-ce que François Hollande, qui est en ce moment en route, enfin en vol vers Bruxelles, va revenir, épaulé d'Angela Merkel évidemment, avec le statut de quelqu'un qui a réussi en tout cas un pas important pour résoudre cette crise? C'est incontestablement une réussite diplomatique, donc il faut mesurer les limites que vient de souligner Ulysse à juste titre. C'est un coup d'arrêt au développement du conflit en Ukraine, et pour l'instant, au moment où on se parle, ça n'est rien de plus, et c'est à confirmer dans les prochaines 48 heures. Pour autant, l'opiniâtreté a payé, et c'est aussi la démonstration que du côté utile et même nécessaire du couple franco-allemand qui a pris cette initiative que François Hollande a annoncée la semaine dernière à sa conférence de presse. Et c'est cette initiative qui permet aujourd'hui la conclusion de ce cessez-le-feu. Donc c'est une démonstration spectaculaire que sans la France et l'Allemagne travaillant main dans la main sur un conflit au cœur de l'Europe, les choses ne peuvent pas avancer, ou plutôt en l'occurrence d'ailleurs s'arrêter, et que quand Berlin et Paris unis prennent l'initiative, ça peut produire des résultats, encore une fois, dont il faut mesurer les limites, et on y reviendra, mais les résultats aujourd'hui sont là en tout cas. D'un point de vue national, on va dire, pour François Hollande, il a pris à bras-le-corps ce dossier ukrainien. Après l'union nationale du 11 janvier, il démontre encore une fois qu'il prend une autre ampleur. C'est vrai, mais vous savez, il faut être très prudent sur le bénéfice qu'on peut retirer en matière de politique intérieure, en termes de popularité, d'initiatives comme celle-là. Moi, j'ai longtemps suivi Nicolas Sarkozy à l'Élysée, j'ai suivi sa campagne présidentielle, et dans les meetings de campagne de Nicolas Sarkozy, il y avait un grand clip sur ses initiatives de politique étrangère. Nicolas Sarkozy, le libérateur de la Libye, est venu saluer la foule à Benghazi. Nicolas Sarkozy, le libérateur de la Géorgie, venu
sur place et a parti négocier à Moscou et ayant obtenu le retrait des tanks russes. Une initiative dont on mesure les limites aujourd'hui d'une part, mais surtout d'autre part, ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de perdre l'élection présidentielle. Donc est-ce que c'est plutôt bon pour l'image de François Hollande ? Oui, évidemment. Est-ce que ça va faire la différence pour lui en termes de popularité et en termes de capacité à relancer son action de manière générale ? Non. Pierre Lerin, vous connaissez bien les Russes. Comment cet accord, s'il se confirme sur le terrain, peut être ressenti par les Russes ? On sait que Vladimir Poutine, habituellement, n'a pas forcément l'habitude de transiger. Est-ce que là, cet accord de paix, c'est quelque chose qui va être bien ressenti par la population ? Je crois que pour les Russes, le drame ukrainien est réellement quelque chose qui les touche profondément. D'une part parce qu'ils ne comprennent pas réellement la situation, ils ne comprennent pas pourquoi un pays qui a été uni à la Russie pendant 4 siècles, soudain se tourne contre elle, parce qu'ils le perçoivent comme cela. Mais d'autre part, ils sont pour la paix. En règle générale, aucun pays n'est pour la guerre, à part quelques groupes extrémistes. Donc, un accord de paix, s'il arrive, sera bien accueilli. Et là, de toute manière, on voit du côté russe, en tout cas, que Poutine défend les intérêts de la Russie, qu'il les défend à peu près bien, et que donc, lorsqu'il a gain de cause, il n'y a aucune raison d'être jusqu'au boutiste. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes particuliers en politique intérieure ou en image pour Vladimir Poutine. Il a une image qui est très, très élevée dans l'opinion, qui a dépassé 80% il y a très peu de temps. Il va continuer sur la même lancée. Ulysse ? Oui, il va y avoir un point extrêmement important, c'est l'avenir des sanctions. Vous savez qu'il y a toujours des sanctions qui courent contre la Russie. Si cet accord permet d'abord d'empêcher de nouvelles sanctions, ça sera important pour Poutine. Et s'il permet ensuite de les lever, ça sera encore plus important, car l'économie russe est en très mauvaise posture. Il y a eu plus de 100 milliards de fuites de capitaux, le rouble a dégringolé de 50% de sa valeur, l'inflation grimpe, et donc pour les Russes, c'est une situation de crise. En sortir, ça serait très bénéfique pour Vladimir Poutine. La question, c'est de savoir si effectivement cet accord qui est possible sur le cessez-le-feu va entraîner un accord plus global qui serait véritablement la possibilité d'installer la paix en Europe. Et ça, c'est pas gagné. Merci beaucoup, Luce. Merci, Pierre Lerin. L'Ukraine, bien évidemment, au cœur des discussions du Conseil européen de Bruxelles, qui a